Bienvenue à cette Belgian Space Week qui va commémorer deux grands anniversaires. Premièrement, il y a 30 ans pour la première fois, alors certains vont me dire que Tintin y avait été avant, mais pour la première fois un Belge a été dans l'espace. Notre astronaute que vous allez avoir l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Et puis il y a 20 ans, un second astronaute, Frank de Winne, faisait son premier séjour dans l'espace. Il en fera un deuxième et il deviendra commandant de la Station spatiale internationale. Avec mes collègues qui sont ici présents, on va avoir l'occasion d'évoquer avec vous l'espace. L'espace d'hier, mais aussi l'espace de demain, cet espace dont vous serez probablement, certains d'entre vous, des acteurs, puisque vos métiers de demain, les métiers de la science de demain, seront très souvent liés au domaine de l'espace. Alors à titre personnel, je m'appelle Emmanuel Janssen, je travaille à l'Université de Liège, mais à l'Université de Liège, je travaille pour un département dans lequel je suis en collaboration directe avec l'Agence spatiale européenne et avec le département des lanceurs, à savoir les fusées. Alors j'en vois quelques-uns qui font de la publicité pour la NASA. La prochaine fois, on fera de la publicité pour l'ESA. Hein, ouais, un peu européen là, sur le sujet et un peu chauvin. Je vais donc d'abord évoquer avec vous, avant de parler du pourquoi on va dans l'espace, ce que je laisserai à mes collègues, d'évoquer comment on va dans l'espace. On va dans l'espace au moyen de lanceurs, de fusées. Jusque-là, pour vous, ça vous parle. Et en Europe, nous avions jusqu'à présent 3 modèles de fusées. Celle du milieu, c'était une fusée russe qu'on achetait, je ne vais pas trop en parler. Nous avons le lanceur Ariane et le lanceur Vega. Et ces lanceurs sont fabriqués notamment, en partie, en Belgique. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Ça, c'était les lanceurs d'hier. Hop, j'y reviens. Et ça, ce sont les lanceurs de demain. Ariane 5 au mieux, celle-ci. À titre d'exemple, pour que vous vous rendiez compte, elle fait 50 mètres de hauteur en temps réel, en taille réelle. Ça fait à peu près un immeuble de 14 étages, quelque chose comme ça. À côté, la nouvelle fusée, Ariane 6, qui sera normalement lancée dans 2 ans pour la première fois, et qui, elle, va faire pas loin de 70 mètres de hauteur. Et puis, petite fusée, un peu plus compacte, essentiellement fabriquée en Italie, qu'on appelle Vega, et qui existe aujourd'hui en 2 modèles. Mais je ne suis pas là pour vous vendre des fusées. Je ne sais très bien dans quel sens je dois là. Voilà. Très simplement, une fusée, c'est quoi? C'est essentiellement des grands réservoirs et quelques moteurs. Sur cette fusée Ariane 5, il y a 4 moteurs. Vulcain, dans le fond, et toute la partie qui est au-dessus, le PC, ne contient que du carburant, à savoir de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. 2 moteurs plus petits de chaque côté de ce qu'on appelle les EAP, étages accélérateurs à poudre. Là, c'est de la poudre qui va brûler. Et au-dessus, un moteur plus petit qui va terminer le vol du satellite, puisque tout à l'heure on parlera de satellite, le vol du satellite vers sa position finale. Au-dessus, la coiffe, c'est l'endroit, c'est la partie utile de la fusée,
c'est l'endroit dans lequel on va placer ce qu'on doit mettre en orbite, puisque c'est ça l'objectif. Alors, durée de vie d'une fusée, plus d'1 mois. Qui pense que c'est plus d'1 mois? Moins d'1 semaine. Moins d'1 jour. Ouais. Entre 2 et 4 heures. Entre 2 et 4 heures, c'est la durée de vie d'une fusée. Entre le lancement et le moment où elle injecte son satellite, 2 à 4 heures. Après, les voyages peuvent être beaucoup plus longs. La fusée ne va servir qu'à sortir de l'orbite terrestre. Alors, le moteur d'une fusée, ça fonctionne comment? Eh bien, vous avez déjà tous fabriqué un moteur de fusée. Vous avez tous pris un ballon de baudruche, vous avez soufflé dans le ballon de baudruche, vous avez mis de la pression à l'intérieur, et puis vous l'avez lâché. Et l'échappement des gaz va provoquer le... C'est un peu rapide. Va provoquer le déplacement du ballon. Beaucoup de chiffres sur la fusée Ariane. Je reviens sur 2 choses. 55 mètres de hauteur et le poids de la fusée, 750 tonnes, avec le carburant, pour envoyer à peu près un maximum de 10 tonnes en orbite. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va lancer vers le haut ou est-ce qu'on va lancer vers l'horizon? Qui pense que c'est vers le haut? Qui pense que c'est vers l'horizon? Eh bien, vous avez raison, on lance vers l'horizon. En fait, une fusée, c'est un objet qui va avancer tellement vite qu'elle n'a plus le temps de tomber. Ainsi... Ah oui, c'est marrant, une deuxième question, tiens, avant d'évoquer les lancements. En Europe, on lance de Guyane, la Guyane française. Alors, 3 solutions. Est-ce qu'on lance là-bas pour être tout près de la plage et de la mer? Est-ce qu'on lance là-bas pour être proche de l'équateur? Ou est-ce qu'on lance là-bas parce qu'il fait bon et il fait chaud? Pour être près de la plage, qui pense que c'est ça? Oh, la plage, c'est sympa. Pour être proche de l'équateur? Bien. Et parce qu'il fait bon et parce qu'il fait chaud? C'est sympa aussi. En fait, les 3 sont corrects. La bonne météo permet d'avoir des fenêtres de tir très ouvertes. On a beaucoup de temps pour pouvoir tirer. Proche de l'équateur, vous l'avez tous compris, pour profiter de la rotation de la Terre. Et finalement, la plage et la mer, ça permet quoi la mer? Ça permet de tirer en toute sécurité. Imaginez que l'envol d'une fusée se fasse ici, du Sartillement à l'université. La première chose que la fusée va traverser, c'est toute l'agglomération liégeoise. S'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Donc on va tirer vers la mer pour des raisons de sécurité. Décidément... Et voilà une image des différents pas de tir en Guyane. Ah, peut-être ici. Ouais. Donc on l'a vu, on va lancer vers l'horizon. Et donc, je l'ai dit, la balistique, plus on va vite, plus on va loin. Et pour la fusée, ben, il va arriver un moment où on va tellement loin qu'on ne tombe plus et qu'on rentre en rotation autour de la Terre. Alors, à vitesse constante, on va tourner autour de la Terre.
Si à un moment, on réduit la vitesse, on va revenir dans l'attraction de la Terre et on va revenir sur la Terre. Si par contre, on accélère de plus en plus, on va à un moment se libérer de l'attraction de la Terre et on va pouvoir partir plus loin dans l'espace, vers la Lune, vers Mars, voire pour les sondes, vers l'univers, les endroits les plus lointains où on peut aller. Je rappelle que Voyager circule maintenant depuis pratiquement 30 années. Il est parti en ligne droite et nous ramène des sons, puisqu'il n'y a plus grand chose d'autre qui vient du satellite, nous ramène des sons d'un univers qu'on ne connaît, sur lequel c'est la première machine qui va jusque-là. Un chiffre aussi là-dessus, les heures de travail pour un lanceur, c'est 700 000 heures. 700 000 heures de travail par lanceur. Ça veut dire que ça donne du boulot à beaucoup de monde. Une chronologie de décollage est proposée ici, mais elle n'est pas très amusante à lire. Alors ce que je vous propose, c'est de nous transposer directement en Guyane et d'imaginer que vous êtes sur place et de voir les 2 premières minutes d'un tir d'une fusée Ariane. Je vais vous faire remarquer quelque chose tout de suite. La fusée ne va pas décoller à 0. Elle va décoller seulement au bout de 7 secondes. Les 7 premières secondes, elles sont destinées à vérifier que tout fonctionne bien au niveau du moteur principal. Et au bout de 7 secondes, on met les 2 accélérateurs à poudre en route et c'est eux qui vont donner 90% de la poussée. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres bord sont normaux. Le lanceur passe la vitesse du son au bout de 40 secondes. La trajectoire est nominale. Ça donne l'accélération. Ça y est, Ariane 5 s'est envolée, elle s'est bien envolée, elle a dépassé la couche de nuages et 1300 tonnes de poussée propulsent notre lanceur qui a déjà dépassé Mach 1 car le lanceur dépasse la vitesse du son en 40 secondes seulement. Et oui, ça va très vite. En 1 minute, Ariane 5 dépasse déjà les 12 km d'altitude. En 2 minutes, on est à plus de 50 km et en 3 minutes, on aura atteint les 100 km. Alors 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Cette poussée fulgurante que l'on voit avec cette traînée de poudre, eh bien c'est les EAP, les étages à poudre, qui en assurent pour 90% la puissance de ce lanceur. Ces étages à poudre sont réalisés en Guyane française dans les usines de Régulus et de Repropulsion. Oui, et ces EAP mesurent 31 mètres de haut. Ils consomment, tenez-vous bien Pierre, 2 tonnes de poudre par seconde, c'est-à-dire qu'en 2 minutes environ, on a consommé les 240 tonnes de poudre qui étaient embarquées. Alors à ce moment, il faudra bien sûr s'en séparer. Ah oui, ce sont des chiffres impressionnants et on arrive à suivre, c'est un vol de jour, ça c'est formidable, on arrive à suivre notre lanceur assez longtemps avec les caméras de notre réalisateur et les équipes de Guyane Première. Là vraiment c'est très belles images, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir la suivre encore, mais enfin en tout cas ça continue, tant mieux. Bientôt la poudre des EAP, le propergol solide, va être épuisée, le lanceur va se délester de la masse à vide de ces 2 boosters, 36 tonnes chacun, et on va peut-être pouvoir suivre cela à l'écran sur un bleu alors magnifique, un bleu azur là. Un bleu azur où on espère effectivement voir cette séparation des EAP. Alors vous savez Pierre que pour éviter que les EAP viennent buter contre l'étage principal, on a 8 fusées d'éloignement qui permettent d'éloigner les boosters
du corps central. Eh bien voilà, je crois que c'est fait puisqu'on voit les 3 points dans le ciel. Donc au milieu, c'est Ariane 5 qui continue et de chaque côté, eh bien, ce sont les 2 boosters qui retombent avec encore un petit peu de combustion résiduelle. Hein, ils sont encore allumés, mais on s'en est séparés comme on le voit sur ces images de caméra embarquées. Le lanceur faisait 773 kilos, et bien maintenant on a perdu 600 kilos. Il n'en fait plus que 173. Non, j'ai dit des kilos, ce sont des tonnes. Ce sont des tonnes, effectivement. Le lanceur est un peu plus lourd. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être le largage de la coiffe. Effectivement, en début de vol, cette coiffe protégeait les satellites de la pollution, des vibrations acoustiques et de l'échauffement dû à l'atmosphère. Mais comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez compris, un lancement, c'est énormément d'énergie déployée, c'est énormément d'énergie utilisée. Sur le nouveau lanceur Ariane 6, il y aura 4 boosters avec 125 tonnes de carburant. Ça fait 500 tonnes de carburant d'utiliser pendant les 2 premières minutes du vol. Ça signifie que, pour ma part, j'estime que quand on fait un vol vers l'espace, il faut que ça ait de l'utilité, il faut que ça ait du sens. Et moi, aller dans l'espace pour faire du tourisme, je ne trouve pas que ce soit très raisonnable et écologiquement très intelligent. Donc ça, c'est un peu ma manière de voir les choses. Je pense qu'elle est fort partagée par mes collègues. Le nouveau lanceur, qui dit nouveau lanceur, dit aussi un nouveau pas de tir. Il est en construction en Guyane. Ça, c'est le début des travaux. Et voilà à quoi ça va ressembler d'ici quelques mois. La grande différence, c'est qu'en fait, on a une usine mobile. On a une usine mobile, on va fabriquer la fusée, on va l'assembler sur son pas de tir, et puis on va reculer l'usine dans laquelle le lanceur a été fabriqué, et on va lancer directement, elle sera directement sur son pas de tir. Voilà toujours quelques chiffres sur ce lanceur. Aujourd'hui, on prévoit à peu près une cadence de 11 tirs par an. On sort à peu près une fusée par mois. Et des images un peu plus récentes, on voit la fameuse usine mobile là-bas au-dessus. Et en dessous, hein, c'est assez intéressant de voir les petites voitures, ça donne un petit peu la mesure de la construction. Ce qu'on voit là, c'est ces espèces de tuyauteries qui rentrent dans le sol, c'est ce qu'on appelle les carnaux. Et c'est en fait ce qui va guider les gaz de la fusée vers l'extérieur, puisque si les gaz reviennent vers l'intérieur, eh bien, il risque de déstabiliser la fusée pendant son décollage. J'ai une dernière image à vous montrer, et elle me paraît particulièrement intéressante. Elle montre à quel point cette construction, cette création d'un nouveau lanceur européen est une construction de beaucoup de pays ensemble. Et vous allez pouvoir voir à plusieurs endroits des petits drapeaux belges. Des petits drapeaux belges parce que ici, en Belgique, par exemple à Milmore, chez Safran Aerobooster, à la SAPCA, ou à la Sonaca à Charleroi, chez Thales, on fabrique des pièces qui vont aller s'intégrer directement sur ces lanceurs. On fabrique de l'électronique, on fabrique de la mécanique, des valves, on fabrique des vérins qui servent à guider la fusée, toutes des pièces qui sont très, très précises et qui donnent du travail à énormément de personnes ici en Belgique et puis aussi dans toute l'Europe. Et je pense aussi que ces lanceurs, c'est une manière d'avoir des grands projets communs européens et de travailler ensemble, main dans la main, des projets communs, voilà, pour les différents pays d'Europe. Je vais m'arrêter là sur les lanceurs et je vais passer la parole au professeur Kirchen qui, lui, est l'utilisateur suivant des lanceurs puisqu'il va vous parler des satellites et de ce qu'on lance dans l'espace. Je vous remercie, bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, après avoir parlé d'un petit peu la fusée, le but final, en fait, c'est quoi? C'est pas de lancer un satellite, c'est pas de lancer une fusée. Le but final, c'est d'avoir des données qui nous sont utiles. Alors, ma partie va pas
couvrir cela. Ce sera la troisième partie. On va vous expliquer pourquoi on va dans l'espace. Moi, je vais vous parler de la partie intermédiaire. Donc, on a le lanceur, mais à un moment donné, il faut avoir un engin qui va être utilisé justement pour avoir les données. Vous voyez la météo sur votre application, sur vos iPhones. Et donc, cet engin, ça s'appelle un satellite. Et donc, le satellite, il va être utilisé par des personnes sur Terre pour fournir les données qui sont utiles. Alors là, vous voyez un satellite. Si vous suivez un peu le journal parlé, on a parlé de deux satellites ces dernières semaines. Et là, c'est une illustration du James Webb Space Telescope. Vous avez peut-être déjà vu les premières images qui sont exceptionnelles. Et il a remplacé le télescope Hubble. Alors très brièvement, qui suis-je? Moi, en fait, je suis professeur, donc je suis un peu comme vous, professeur, mais à l'université. Donc moi, je donne cours dans des amphis un peu plus petits, parce que moi, j'ai les étudiants de dernière année, de premier et deuxième master, donc ils ont 22, 23 ans, ils sont grands. Moi, je leur donne cours dans 3 matières, parce qu'il faut savoir que Liège est spécialisé dans le domaine de l'aérospatial. Donc en fait, à Liège, c'est une spécialité depuis de nombreuses années, notamment grâce au Centre spatial de Liège. Et donc on essaye de former des scientifiques et des ingénieurs spécialisés dans ce domaine-là. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est les satellites, leurs orbites, mais aussi leurs vibrations. Parce que vous avez vu, lors d'un lancement, ça vibre beaucoup. Et donc ça, on a besoin de faire des calculs. Et donc c'est un petit peu voilà, mon quotidien. Et puis on a aussi lancé, en fait, vous êtes probablement trop petit pour vous en souvenir, mais en 2000, vous voyez ici, 2016, tout en haut là, de la coiffe, il y avait un satellite qui a été fait par les étudiants de Liège. Le satellite, il est là. Alors, le vrai satellite, il est dans l'espace, mais ça, c'est un petit peu le modèle qu'ils ont développé pour tout tester. Donc, c'est un tout petit satellite. Vous avez eu un grand satellite, le James Webb. Et donc, ça, c'était un projet assez sympa que des étudiants ont fait à l'université. Alors, juste un petit mot, parce que c'est important que vous le sachiez. Emmanuel en a déjà parlé, mais l'aérospatial, que ce soit l'aérospatial, en fait, c'est l'aéronautique et le spatial. L'aéronautique, c'est les avions, les hélicoptères. Le spatial, c'est les satellites et les fusées. En fait, c'est un peu une spécialité belge, wallonne et même liégeoise. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà pris Ryanair pour aller en vacances. Ryanair, voilà. Très souvent, vous avez un Boeing 737. Quand vous volez avec Ryanair, la première partie du moteur, elle est faite à Liège. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Donc, le moteur, il fait 3-4 mètres de long. Il y a pratiquement le premier mètre, il est fait à Liège par la société Safran Aerobooster. Au Centre spatial de Liège, Emmanuel Janssen, on teste des satellites entiers. On travaille sur des caméras. Donc, il y a vraiment un savoir-faire. Je passe, il y a d'autres sociétés. Si vous prenez un Airbus, le bord d'attaque de l'aile d'avion, donc l'avant de l'aile d'avion, il est fait à Charleroi. Donc vous voyez qu'en Wallonie, il y a vraiment un savoir-faire très important, et c'est pour ça qu'on étudie aussi ce domaine-là en particulier. Alors je vous parlais de 2 satellites assez uniques dont on a parlé récemment, le James Webb. Ça, c'est un outil fantastique pour les astrophysiciens. Ce sera la dernière partie. Mais une mission un peu sympa aussi, qui est DART, qui a entendu parler du satellite qui a impacté l'astéroïde. Levez un peu la main. Et donc ça, voilà, il y en a pas mal qui l'ont entendu parler. C'est une mission exceptionnelle. Parce qu'on a réussi à lancer un satellite et à le faire impacter un astéroïde qui est situé très loin de nous. Donc imaginez, plusieurs millions de kilomètres. Et le but, c'est d'éventuellement protéger la Terre un jour si on se rendait compte qu'un astéroïde venait proche de nous. L'idée, ce serait de dévier l'astéroïde. Donc ça, ce sont des missions exceptionnelles réalisées par des satellites. Alors, petite question, pas facile pour vous, mais au moins vous retiendrez peut-être la date du premier lancement. Donc c'est un satellite russe qui s'appelait Sputnik. Alors je vous demande de lever la main. Alors le premier satellite, d'après vous, il a été lancé en 1924, donc vous levez la main. Quelques-uns. 1948. Ah, un peu plus. 1957. Beaucoup plus. Et 1969. Un peu moins. Eh bien, bravo. Donc la majorité d'entre vous ont dit 1957. Donc c'est le lancement du premier satellite. Donc ça fait
Environ 60 ans. Et une deuxième petite question. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez déjà pris l'avion, hein, j'ai entendu certains d'entre vous qui disaient Ryanair. Alors un avion de ligne en altitude de croisière, ça vole à quelle altitude? À nouveau, vous levez la main. 150 mètres. L'un ou d'autres. 600 mètres. 1000 mètres. Ou 10 000 mètres. Bon, ben, vous êtes vraiment trop fort, hein, la majorité d'entre vous a répondu, c'est 10 000 mètres. 10 kilomètres. Donc voilà, vous voyez que quand vous partez en vacances ou allez visiter votre ville favorite, vous arriverez à un moment donné à 10 km au-dessus du niveau de la mer. Alors, un satellite, c'est beaucoup plus haut. Un satellite, ça peut varier, ça dépend de la mission. Les satellites les plus bas, un des satellites les plus bas, c'est la Station spatiale internationale, où notamment Frank Dowin a séjourné. C'est 400 km. Donc vous voyez, c'est 40 fois plus haut qu'un avion. Donc quand vous voyez un avion dans le ciel, ça paraît déjà fort loin. Un satellite, c'est encore beaucoup plus loin, 40 fois plus haut. Et les satellites qui vous donnent des images météo, alors il y a différents types de satellites pour les images météo, mais ils sont à 36 000 km. Donc 36 000 km, c'est 3600 fois plus loin qu'un avion. Donc c'est très 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 loin. Et ils font le tour de la Terre en 24 heures. C'est pour ça qu'on les met à cette altitude-là. Donc comme ça, vous avez un peu une idée. Alors moi, je suis ingénieur. Ingénieur, c'est très important d'avoir des ordres de grandeur, d'avoir à peu près une idée. Pas nécessairement toujours précise, mais d'avoir une idée. Alors, Emmanuel vous a déjà donné quelques chiffres. Moi, je vais vous en donner deux pour une fusée, parce que pour vous montrer comment c'est difficile de concevoir un satellite ou une fusée, c'est que vous avez déjà tous pris un bain, vous remplissez la baignoire, ben le moteur pompe d'une fusée, il va vider la baignoire en 5 centièmes de seconde. Donc ça fait... et puis il n'y a plus rien. En 5 centièmes de seconde. Vous vous rendez compte du nombre de liquide qui peut être traité en une seconde. Et après 1 minute, donc la fusée fait toujours 500 tonnes, elle est plus rapide qu'une balle de fusil. Donc ça, vous vous rendez compte, voilà, de la complexité de la conception d'un satellite. Alors très brièvement, hein, en quelques minutes, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'un satellite. Donc vous voyez, j'ai choisi un satellite qui est un peu vieux, que vous ne connaissez pas, mais où on a des images assez sympas. C'est un satellite d'observation de la Terre. Alors ça, c'est au goût du jour. Hein, on sait que notre Terre, elle est en danger. Malgré que certaines personnes n'y croient toujours pas, les satellites le montrent, la Terre est en train de changer dans une direction qui n'est pas nécessairement bonne pour l'humanité. Hein, on parle de la fonte des glaces, etc. Il y a des satellites qui peuvent le voir. Et SPOT est un satellite qui permet, lui, d'observer la végétation continuellement, toute l'année, et voir comment elle évolue. Donc voilà le genre de... Alors il est situé à 800 km. Voilà le genre d'image. Alors c'est une animation, hein, on peut faire une animation, une vidéo sur toute l'année, mais vous voyez ce que le satellite voit. Il voit toute la Terre. Ça, c'est l'avantage d'un satellite, c'est qu'on peut se mettre suffisamment loin, et comme on est en orbite polaire, on tourne autour des pôles, on voit toute la surface. Et donc le satellite, il sait dire la vue globale, comment notre végétation évolue. Alors, vous comparez en fait l'image en haut et l'image en bas. Et je vais vous demander, il y en a une c'est l'été et l'autre c'est l'hiver. Alors, qui pense que c'est, on va dire l'été. Qui pense que c'est l'été en haut, vous levez la main. Et l'été en bas. Alors, là vous vous êtes trompé. Regardez les États-Unis. Les États-Unis, si vous regardez les États-Unis, c'est assez clair. Vous voyez qu'en bas, les États-Unis sont beaucoup plus verts qu'en haut. Vous voyez, c'est jaune, alors qu'en bas, les États-Unis, hein, j'imagine que vous savez où sont à peu près les États-Unis, c'est tout vert. Donc c'est la végétation, évidemment, la végétation, elle est plus abondante en hiver parce qu'il y a de l'eau. Et ce satellite donne une vue globale, mais aussi une vue très précise. Vous voyez des images qui ont été prises par ce satellite-là, donc on voit vraiment les détails. Alors ça marche comment ? Un satellite, il y a deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle la charge utile et la plateforme. Un satellite, c'est un objectif. Prendre ici, c'est prendre des photos. Donc il faut une caméra. C'est ce qu'on appelle la charge utile. C'est ce pourquoi on utilise le satellite. Et la plateforme, elle va donner tout ce qu'il faut à la caméra pour fonctionner.
Et voilà par exemple le satellite. Avec les panneaux solaires repliés, vous voyez que vous avez deux parties. En bas, c'est la plateforme, et en haut, c'est toutes les caméras. Il y a en général plus qu'une caméra dans un satellite. Alors, en fait, la plateforme, c'est comme un être humain. Donc, nous, on a besoin de quoi pour fonctionner? On a besoin... Enfin, on a nos oreilles, notre bouche, notre cerveau, nos yeux, nos vêtements, notre colonne vertébrale, nos jambes, et évidemment, tous les jours, vous absorbez, vous mangez de la nourriture. Un satellite, c'est la même chose. Il a des oreilles et une bouche, c'est-à-dire qu'il a des antennes, parce qu'un satellite, évidemment, il doit envoyer des données vers la Terre, sinon il ne sert à rien. Si le satellite n'envoie pas les données, on ne reçoit rien, il est inutile. Il a besoin d'écouter les ordres de la station Sol. Il a besoin d'un cerveau, évidemment, il a besoin de traiter l'information, de gérer, c'est un peu comme votre iPhone, il y a un ordinateur de bord qui gère tout. Il a besoin d'avoir des yeux, il a besoin de savoir où il est. Si on lui demande de prendre une photo des États-Unis, il doit savoir qui pointe les États-Unis, ce qu'on appelle le contrôle d'attitude, c'est un peu plus complexe. Il a une colonne vertébrale, c'est-à-dire que le satellite il doit résister lors du lancement, c'est toute la partie structure. Il a besoin de se bouger aussi, il a besoin de se déplacer en orbite, il a des propulseurs, ce sont un peu comme les jambes. Un satellite, il ne doit pas avoir ni trop chaud ni trop froid. Si vous avez déjà été au sport d'hiver avec votre iPhone et que vous laissez votre iPhone et qu'il fait -10, vous allez voir, les batteries ne vont pas fort aimer le froid. Mais le satellite, c'est la même chose. Il y a des batteries aussi, il faut pouvoir les maintenir à bonne température. C'est le contrôle thermique. Et puis la nourriture du satellite, c'est les panneaux solaires, c'est ce qui permet de donner l'énergie. Alors, quelques photos, comme ça, quand vous verrez un satellite, vous pourrez essayer de retrouver les éléments. Vous avez les antennes. Les antennes, vous voyez, avec les flèches rouges, il y en a de deux types. Il y a les grandes antennes paraboliques, un peu comme une assiette, puis il y a des petites antennes, un peu comme on avait sur les voitures dans le temps. Ça permet de recevoir des données et d'en envoyer. Les couvertures, pour avoir chaud ou pour avoir froid, sachez qu'une couverture, en fait, ça a les deux rôles. Ça peut vous garder le froid ou le chaud, c'est isolant, en fait. Ici, les satellites, souvent, vous voyez une couleur jaune-orange, ou parfois grise. C'est la couverture thermique. C'est ce qui protège le satellite du soleil ou de l'espace froid. Les propulseurs, de nouveau, vous voyez à gauche, vous avez une photo, un zoom. Les flèches rouges représentent les propulseurs. Ils sont assez petits parce qu'en orbite, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour se déplacer. Et puis évidemment, vous avez les panneaux solaires qui sont en général repliés lors du lancement, parce que la coiffe, c'est pas si grand. Regardez ici le satellite. Il va être situé ici tout en haut, donc il y a très très peu de place, quelques mètres, et on est obligé de replier les panneaux solaires pour essayer d'optimiser l'espace. Et vous voyez les tailles des panneaux solaires, regardez, ça ce sont les vrais panneaux solaires du satellite. Vous voyez la taille d'un homme à côté, c'est assez grand. Et ils sont repliés. Vous voyez le satellite à l'intérieur de la coiffe, il n'y a plus beaucoup de place. Et puis finalement, il a besoin de batterie. Pourquoi? Parce que la plupart des satellites, ils vont tourner autour de la Terre, donc ils vont voir le Soleil, puis ils ne vont plus voir le Soleil. Mais quand ils ne voient plus le Soleil, ils ont toujours besoin d'énergie pour prendre des photos. Et donc, on utilise des batteries. C'est comme vous chargez votre iPhone, et puis vous l'utilisez sans qu'il soit chargé, sans qu'il soit connecté à une prise grâce aux batteries. Et puis finalement, l'ordinateur de bord, beaucoup d'informations, beaucoup d'ordres à donner. Et donc, c'est lui qui va faire tout ce traitement-là. Donc, en conclusion, voilà, vous voyez, c'était assez court, évidemment, mais vous avez vu un peu les différents éléments qu'il y a dans un satellite. Et bon, on les retrouve également ici, dans ce petit satellite. Vous avez tous ces éléments-là aussi. Alors, il n'y a pas les panneaux solaires, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer, mais les antennes ici, vous ne les voyez peut-être pas, mais elles sont... Ici, vous voyez, les antennes étaient repliées pour le lancement. On les a déployées en orbite. Donc tout ça, ça fait un satellite. Et vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est des choses que vous connaissez. Et voilà, c'est ce qu'on fait un peu à l'université. On apprend aux étudiants à faire la conception de tous ces éléments-là, à choisir les bonnes valeurs, les bonnes grandeurs. Alors juste un petit mot final, c'est que les satellites améliore notre quotidien de manière très pragmatique. Quand vous êtes dans votre voiture avec votre GPS, vous regardez, entre guillemets, sans le savoir, des satellites. Il en faut au moins 4. Donc chaque fois que vous êtes dans votre voiture, vous utilisez votre GPS,
vous avez 4 satellites avec lesquels vous communiquez, sans le savoir. La météo, j'en ai parlé. L'observation de la Terre, c'est un sujet très important. Hein. Pour protéger notre planète, il faut savoir d'abord comment elle va, comment elle évolue. On est capable de tout voir depuis là-haut. Les déserts, l'eau, les vents, l'humidité. Et malheureusement, il montre que l'activité humaine a un impact important. Et donc c'est le rôle de votre génération aussi. Hein. Notre génération, elle n'a pas été très sensibilisée à cet aspect-là, mais vous, c'est important. Vous devez protéger la Terre qui est en train de changer. Et donc, un message plus technique, c'est-à-dire que le spatial, ou l'aérospatial de manière générale, les avions, les satellites, ça marche très bien, comme je vous l'ai expliqué en Wallonie. Donc on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, qu'il s'agisse d'ingénieurs, de scientifiques, d'ouvriers, dans différents domaines. Et donc ce sont des études qui sont, on l'espère, attractives, mais aussi qui donnent lieu à des débouchés importants. Donc en général, il y a de l'emploi dans le domaine aérospatial en Belgique. Bonjour, alors après le côté un peu technique, ben moi je vais vous parler de la recherche scientifique, parce que ça aussi on fait pas mal en Belgique. Et donc vous allez avoir maintenant 3 chercheurs dans des domaines différents qui vont venir vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire. Moi ma spécialité c'est l'astronomie. Et donc, voilà, on observe des étoiles notamment. Et pour ça, on a besoin de télescopes. Alors du coup, la question c'est évidemment pourquoi finalement on va mettre nos télescopes dans l'espace? Parce que finalement, on pourrait très bien mettre nos télescopes sur Terre. Ils sont très bien sur Terre, on peut faire des très très grands télescopes sur Terre. Vous voyez là, juste derrière moi, en fait pour le moment le plus grand télescope qu'on a sur Terre se trouve aux Canaries et il a 10 mètres de diamètre. Et très bientôt on aura un télescope de 39 mètres de diamètre qui se trouve au Chili. Enfin, qui va se trouver au Chili. Et finalement, quand on compare aux télescopes spatiaux, Hubble a un petit peu plus de 2 mètres, le James Webb, un petit peu plus de 6 mètres. C'est pas énorme comparé à ce qu'on peut faire sur Terre. Donc, du coup, on peut vraiment se poser la question, quel est l'intérêt d'aller mettre un télescope dans l'espace? Eh bien, en fait, quand on est sur Terre, on a quand même un petit problème. C'est ce qu'il y a juste au-dessus du sol, c'est-à-dire l'atmosphère. L'atmosphère, elle nous pose 2 problèmes. Le premier problème, en fait, c'est que, du coup, si vous avez une atmosphère, vous avez de la météo. Et avec la météo, de temps en temps, il y a des nuages, de temps en temps, c'est couvert. Même quand vous êtes dans des déserts chiliens, il y a des fois où vous ne pouvez pas observer. Et puis, d'autre part, l'atmosphère, eh bien, elle est turbulence, l'air est toujours en mouvement. Et donc, eh bien, malheureusement, ça va flouter les images. Et donc, vous voyez ici 2 images, l'une prise par les télescopes Subaru qui se trouve à Hawaï. Donc, vous voyez 8 mètres de diamètre. Mais regardez la précision avec laquelle on a, avec un télescope plus petit, télescope spatial Hubble, qui ne fait que 2 mètres, donc qui est beaucoup plus petit, mais c'est beaucoup plus précis, tout simplement parce qu'on n'a pas l'atmosphère entre les deux. Donc, le premier intérêt, évidemment, c'est d'éviter d'avoir cette atmosphère qui va nous brouiller les images, qui va parfois nous empêcher de prendre des images. Alors, évidemment, il y a en plus une autre raison, c'est que vous avez peut-être déjà vu un arc-en-ciel, j'imagine que oui, quand même. Et donc, vous savez que la lumière, elle peut se décomposer en différentes couleurs. Eh bien, en fait, les couleurs que vous pouvez voir avec votre œil dans un arc-en-ciel, c'est une minuscule partie de la lumière réelle. C'est la toute petite partie qui est au milieu, qui est entourée, là. C'est tout petit. En fait, il y a plein d'autres lumières, plein d'autres couleurs à la lumière. Vous avez les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, l'infrarouge, les ondes radio. Tout ça, c'est aussi de la lumière. Le gros problème, c'est que l'atmosphère, eh bien, elle arrête une bonne partie de toutes ces lumières. Alors bon, entendons-nous bien, c'est vrai que c'est quand même pas mal de ne pas avoir les rayons X ou les rayons gamma qui nous bombardent en permanence, hein. Donc c'est bien pour nous, mais pour les astronomes c'est un petit peu embêtant parce que du coup on perd une partie des informations. Et donc on va dans l'espace aussi pour voir d'autres lumières qu'on ne peut pas voir depuis la Terre.
Alors si je prends les rayonnements de haute énergie, donc les rayons gamma, les rayons X et l'ultraviolet, en fait ce sont des rayonnements qui vont vous permettre de voir des choses qui sont à des très hautes températures. Donc par exemple, si vous avez quelque chose qui a à 1 milliard ou à 1 million de degrés, eh bien il vous faut des rayons X pour aller les voir. Alors comment est-ce qu'on produit dans l'espace, enfin dans l'univers des choses comme ça? Par exemple lors d'événements extrêmement violents. Des explosions d'étoiles. Donc par exemple, l'image qui est ici, c'est en fait une étoile qui est explosée, qui est morte en faisant une explosion de supernova. Le petit point et un tout petit point au milieu, c'est le cadavre de l'étoile. Et tout le reste, c'est du gaz qui est à plusieurs millions de degrés et qui est en train de cogner contre la matière qui se trouve autour. Et à côté, vous avez en fait une image de galaxie où on vous a montré en fait les étoiles chaudes, donc les étoiles qui font plus de 10 000 degrés et qui vont vraiment dominer leur galaxie. Donc tout ça, on peut le voir en haute énergie. Si vous voulez aller dans les basses énergies, en infrarouge par exemple, eh bien vous allez voir les objets froids. Vous avez des nuages de matière, des nuages de matière qui sont à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Et ces nuages de matière sont importants parce que c'est à partir de ces nuages de matière que naissent les étoiles, que naissent les planètes. Et donc pour voir non seulement la matière dont on est issu, mais également les étoiles et les bébés planètes en formation, vous êtes obligé d'aller en infrarouge. Et une petite particularité, c'est ici à côté, vous avez une image du télescope James Webb, qui va vous permettre, donc il observe en infrarouge, et ce que vous allez voir, c'est en fait ici l'univers très lointain. Alors vous voyez, il y a des trucs avec des pics là, on dirait des machins un petit peu bizarres, comme des petites croix. Ça, ce sont des étoiles de notre galaxie. Mais par contre, tous les petits points autour, mais vraiment tous les petits points, d'accord ? Vraiment, tous ces petits points-là, celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-là, même celui-là qui a l'air de rien, eh bien tout ça, ce sont des galaxies, donc ce sont des centaines de milliards d'étoiles. Chacune. Et chaque étoile possède pas mal de planètes. Donc vous imaginez, sur cette image-ci, vous avez des centaines de galaxies, et chaque galaxie, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Ça va ? Rendez-vous compte un petit peu. Et cette image-là est très profonde, c'est-à-dire qu'on peut voir l'univers très, très ancien. Donc là, ça vous permet, avec le James Webb, de pouvoir voir des galaxies telles qu'elles étaient juste après le Big Bang, donc les toutes premières galaxies de l'univers. Alors, pour terminer, je vais vous poser moi aussi une petite question. Depuis quand est-ce qu'on a des télescopes dans l'espace ? Donc, depuis quand est-ce qu'on a des télescopes dans l'espace ? Alors, qui pense que c'est en 1837 ? Qui pense que c'est en 1957 ? Qui pense que c'est en 1968 ? Qui pense que c'est en 1990 ? Qui pense que c'est en 2021 ? Alors, vous n'aimez pas trop les extrêmes, mais à part ça, c'est un peu partagé. 1837, en fait, c'est la première idée. Ce sont deux Allemands qui disent « Oh, il faudrait mettre des télescopes dans l'espace sur la Lune, en fait. » Mais évidemment, ils n'ont que l'idée, on ne sait pas le faire à ce moment-là. 1957, c'est en fait le premier satellite, Sputnik. 1968, le premier télescope spatial. 1990, c'est le lancement du télescope spatial Hubble. Et 2021, c'est le lancement du télescope spatial James Webb. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez en fait énormément de satellites et de télescopes dans l'espace. Donc, on a des télescopes spatiaux construits par les Européens dans toutes les gammes de couleurs que je vous ai montrées. Et donc, on peut comme ça et véritablement avoir énormément d'informations. Il n'y a pas que les Américains qui envoient des télescopes dans l'espace, hein, et d'ailleurs, une bonne partie du James Webb est européenne. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Donc moi je m'appelle Bertrand Bonfond, je suis chercheur à l'Université de Liège et je suis spécialiste des planètes et en particulier des planètes géantes. Alors, pourquoi aller dans l'espace pour étudier les planètes ? J'ai identifié 5 raisons principales pour lesquelles on fait ça. Premièrement, c'est pour aller voir les endroits invisibles depuis la Terre. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que quand vous regardez la Lune, vous voyez toujours la même face ? Quel que soit si c'est la pleine Lune ou d'autres phases de la Lune, vous avez toujours la même face. Donc on n'avait jamais vu l'autre côté avant. Jusqu'en 1959, donc 2 ans après Sputnik,
les soviétiques envoient la première sonde spatiale qui va prendre la première photo de la Lune du côté qu'on ne voit pas. Donc, cette photo-là. Vous voyez que ce n'était pas encore tout à fait au point, les photos prises depuis l'espace à l'époque. Donc voilà, si on ne va pas dans l'espace, on ne sait pas faire ce genre d'image et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la Lune, quoi. On peut aussi observer des planètes dans des angles assez originaux, et notamment, ça c'est une photo que j'aime beaucoup, de Jupiter prise par la sonde Juno, où on peut enfin voir les pôles et tous les tourbillons et les ouragans qui se passent au pôle de Jupiter. Deuxième raison, c'est une raison qu'a déjà évoquée Yael dans son exposé précédent, c'est qu'on peut voir des couleurs que l'on ne peut pas voir depuis la Terre. Alors, à quoi ça nous sert? Par exemple, ici, vous avez une image en rayons X, enfin, tirée d'observations rayons X de Mercure, et ça nous permet de savoir quelle est la composition des roches. Sans y aller avec notre propre petit laboratoire et les analyser, on peut, à distance, grâce aux rayons X, avoir une idée des roches qui sont à la surface. En ultraviolet, on peut voir les aurores polaires ici sur Jupiter. Ça, c'est ma spécialité. Et je fais partie donc de l'équipe qui analyse ces aurores polaires sur Jupiter. Et l'instrument qui fait ces observations-là a été en partie construit ici à Liège, au Centre spatial de Liège. Et enfin, on peut aussi observer, notamment dans l'infrarouge, pour déterminer la température de la surface des différentes planètes et des satellites. Et on a eu la surprise de voir que certaines lunes de Saturne, en fait, quand on a regardé comme ça en infrarouge, avaient une petite tête de Pac-Man, vous voyez? Et ça, c'est lié en fait à des impacts de cratères qui affectent la surface. Alors, on va aussi évidemment voir les planètes avec des sondes spatiales pour les voir de plus près. Hein, avant que l'on puisse lancer la sonde New Horizons vers Pluton, hein, vous savez Pluton. En fait, Pluton, c'était vraiment un objet qu'on voyait très mal depuis la Terre. On avait vraiment, c'était quelques pixels sur les caméras qu'on avait depuis le sol. Et puis, depuis qu'on a envoyé une sonde sur place, regardez un peu la merveille qu'on a vue. On voit que cette planète naine n'est pas du tout un petit point, mais que c'est une planète extrêmement compliquée avec une géologie à la surface très riche. Ça nous permet aussi de voir de près la surface et notamment de voir les grains de sable sur Mars, par exemple. Donc c'est ce que vous voyez là-bas. Donc c'est un des rovers qui s'appelle Opportunity, un rover américain, qui a pris comme ça une photo de vraiment des petits cailloux et des grains de sable sur Mars. Ça nous permet de mieux comprendre la composition de la surface et des différentes planètes. Notamment, ça nous permet de savoir s'il y a eu ou non des rivières, comment le vent érode les différentes roches, etc. Alors, troisième chose extrêmement importante, c'est qu'on peut mesurer sur place différentes quantités. Vous avez tout en haut la sonde Cassini, et Cassini avait tout un tas d'instruments à bord pour mesurer ce qui se passe dans l'espace. Notamment un magnétomètre. Un magnétomètre, c'est un nom compliqué pour des boussoles extrêmement sophistiquées qui permettent de mesurer le champ magnétique, notamment de Saturne. Mais c'est plus fort que ça. Grâce à des mesures du champ magnétique, on a compris qu'il y avait des volcans glacés sur une des lunes de Saturne. Donc on arrive à faire des déductions très compliquées en fait, à partir de ces instruments qui mesurent sur place. Alors, celui du milieu, c'est une illustration d'une sonde qu'on a envoyée de l'atmosphère de Titan. Elle s'appelle Huygens. Donc, c'était une sonde qui s'est balancée en dessous d'un parachute. Elle a mis 2 heures à descendre dans l'atmosphère de la lune Titan, qui est une lune de Saturne, pour mesurer la température, la composition des gaz, etc. Et notamment, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de molécules qui contiennent du carbone, qui sont peut-être des molécules à l'origine de la vie. Donc, on peut faire des mesures comme ça extrêmement intéressantes. Et enfin, le petit dernier, c'est de nouveau ici sur Mars, avec la sonde Phoenix, qui avait une petite pelle pour aller chercher le sol, y aller creuser dans le sol, et puis ensuite mettre les roches ou la j'allais dire la terre, mais ce n'était pas de la terre comme ici sur Terre, évidemment. C'était des roches, et les mettre dans le petit laboratoire pour l'analyser sur place. Et enfin, dernière raison, c'est d'aller chercher les échantillons
aller chercher des cailloux et les ramener sur Terre. Alors ça, c'est une expérience très récente menée par les Japonais, avec la sonde Hayabusa 2, qui est allée chercher des cailloux sur un astéroïde, les a mis dans une petite capsule, est revenue sur Terre, a largué la capsule de l'atmosphère, elle est retombée sur Terre avec un petit parachute, et puis on est allé rechercher, voilà, on a maintenant des cailloux qui viennent d'astéroïdes. Plus fort que ça, on a ramené des petits bouts de comètes. Alors ça, c'est une autre expérience qui s'appelait Stardust, où on est allé dans la queue d'une comète avec une sonde et avec un genre de filet à papillon, mais ici c'est formé d'une mousse, hein, ce qu'on appelle un aérogel, qui a été chercher les petits fragments de comète. Puis de nouveau, on a refermé la capsule, on a renvoyé la capsule sur Terre, et maintenant on peut analyser des petits fragments de comète. Donc voilà, différentes raisons d'aller dans l'espace pour aller explorer notre système solaire. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à la Semaine de l'Espace. Moi, c'est Irène et moi, je travaille sur l'atmosphère terrestre, les gaz à effet de serre et les gaz qui détruisent la couche d'ozone. On vient de voir pourquoi aller dans l'espace pour observer d'autres planètes, mais pourquoi il faudrait aller dans l'espace pour observer notre planète, donc la Terre. Comme vous avez vu avant, il y a plusieurs types de satellites qui orbitent la Terre, qui peuvent être utilisés pour la météorologie, pour le climat ou même pour les télécommunications, par exemple. Ici, on a une petite animation des images des satellites qui montrent, par exemple, en blanc les fumées, en bleu le sel marin ou en brun des poussières comme le sable du Sahara, par exemple. Mais pourquoi aller dans l'espace pour observer la Terre ? En fait, les instruments qui se trouvent au sol, donc sur la surface terrestre, ne permettent pas toujours d'aller à des endroits très lointains et isolés. C'est pour ça qu'on a développé des instruments, comme on vous a raconté avant, qu'on met dans des satellites et on envoie dans l'espace, parce que ces satellites permettent de voir des grandes étendues de la surface terrestre en une seule fois. Et alors, ça nous permet de prendre des données beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de données qu'avec les instruments qu'on a sur Terre. Donc, je vais vous montrer plusieurs images qui nous montrent les différents usages des satellites qui observent la Terre. Par exemple, ici, on a des images qui ont été prises par l'instrument VIRS qui est à bord du satellite Suomi. Et ça nous permet de voir les feux actifs qui sont ici représentés avec les points rouges en Californie, donc côté ouest des États-Unis. Et en fait, à cause de ces feux en novembre 2018, vous voyez ici la grande colonne de fumée qui va vers l'océan Pacifique. Cet incendie a fait que 30 000 riverains ont dû évacuer leurs maisons à cause de l'incendie. Mais on peut aussi observer des éruptions volcaniques. Et ça peut aider, par exemple, à prendre la décision de est-ce qu'on annule un vol, est-ce qu'on doit les dévier? Parce que s'il y a un avion qui doit passer par la région où il y a une éruption volcanique, il faut faire quelque chose parce qu'on ne voit rien. Donc, cette image, par exemple, a été prise par les membres de la Station spatiale internationale quand ils passaient par cette région en juin 2019. Et ce volcan, Haikok, il est ici au Pacifique Nord. Donc vous avez la Russie, la Chine, le Japon. Et le petit point rouge indique la position de ce volcan. Mais on peut aussi observer des ouragans. Donc cette image, elle est assez impressionnante parce qu'on voit 3 ouragans qui se suivent. Katia, Irma et José, et qui vont vers la côte est des États-Unis. Donc ici, vous voyez la Floride, le golfe du Mexique, Cuba. Et les météorologues, ils étaient assez tracassés, surtout par par Irma, parce qu'elle avait déjà détruit des petites îles aux Caraïbes. Elle s'est dirigée vers la Floride pour produire des orages vraiment très intenses et dangereux. Après la destruction des petites îles par Irma, il y a José qui vient derrière, même intensité, même parcours, donc catastrophe totale. Et puis on a aussi Katia qui était moins intense et qui s'est dirigée plutôt vers le Mexique.
Et cette image a été aussi prise par l'instrument VIRS à bord du même satellite que Danto, donc Suomi, en 2017. Mais nous ne pouvons pas qu'observer des phénomènes ponctuels, donc météorologiques, mais aussi l'évolution de notre planète. Donc si on observe longtemps une même région, on peut voir ce qui se passe au cours du temps. Et ça nous aide à voir, par exemple, les changements climatiques. Donc, dans ces images-ci, on voit la fonte de la glace au pôle Nord. Donc, on a le Canada, l'Alaska, le Groenland. Et en blanc, on voit la glace qui a plus de 4 ans, donc qui est très épaisse. Et en gris, par exemple, par ici, on voit la glace qui est plus fine, donc qui est, disons, formée chaque hiver. Okay, elle a moins d'1 an. À gauche, nous avons des images en hiver, donc en janvier, au-dessus 1988 et en dessous 2019. Et à droite, nous avons des images d'été en août de 1987 en haut et 2019 en bas. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ces images? Donc, on voit qu'en hiver, dans le passé, donc il y a 30 ans et maintenant, il y a toujours cette partie grise, donc il y a toujours de la glace qui est formée en hiver, très bien, mais il y a beaucoup moins de la glace qui est indiquée en blanc, donc de la glace épaisse. C'est vraiment celle-là qui est intéressante parce que si on n'a pas cette glace, il y a par exemple les pêcheurs locaux qui sont un peu embêtés. Et on voit qu'avant, on maintenait cette grosse couche de glace très épaisse en hiver et en été, et maintenant, il n'y a presque rien du tout, et la surface des glaces est beaucoup plus réduite. Donc, c'est encore une preuve du réchauffement de la planète qui est incrémenté par les activités humaines. Et j'aimerais bien finir avec cette belle image qui a été prise par la Station spatiale internationale quand il survolait notre ville. Donc on a ici Liège, le centre-ville qui est fort éclairé, on voit la Meuse et on a aussi la banlieue qui est beaucoup plus dans le noir. Bon, merci. Ah, voilà, on a la question, pardon, je ne savais pas si on l'avait mise. Petite question. Est-ce qu'on peut observer les changements qui se produisent sur Terre grâce aux satellites qui orbitent autour de notre planète? Qui croit qu'on ne peut pas les observer qu'à sur place, donc il faut se rendre sur place pour voir les changements, avec mes yeux par exemple. Une autre réponse possible. Bon, qui pense ça, qu'il faut aller sur place? 3, 4 personnes? Ok. Qui dit que oui, que grâce à la prise de données d'une même région pendant une période de temps, on peut voir ces changements-là? Ok, la plupart. Et troisième réponse possible, oui, mais uniquement dans le cas de la fonte de la glace au pôle Nord. Ok, très bien. Donc, c'est la deuxième réponse. Bravo. Donc, je vous ai raconté l'exemple de la fonte des glaces, mais ce n'est pas le seul exemple. Et voilà, ça c'est tout pour ma part.